Enfin, bon, alors, quel va être l'objet de mon exposé de ce matin? Il va s'agir de montrer que la démocratie antique et la démocratie moderne n'ont entre elles qu'un rapport d'homonymie. Vous voyez, comme on dit, j'ai rencontré un mineur de fond, ou bien ce bar est interdit aux mineurs. Vous voyez. C'est un petit peu la même chose. On a deux termes qui paraissent identiques, hein, mais en réalité qui sont tout à fait différents, qui renvoient à des choses tout à fait différentes, et même dans une large mesure opposées. Voilà. Alors évidemment, je ne ferai pas non plus simplement l'apologie de la démocratie antique. Hein. Non, parce que sinon, on pourrait s'inscrire à ce moment-là à un mouvement nationaliste révolutionnaire ou fasciste ou je ne sais quoi. Non, la démocratie antique, enfin en tout cas ceux qui veulent aujourd'hui, qui voudraient aujourd'hui la restaurer, c'est pas tout à fait notre famille de pensée non plus. Hein. Voilà. Alors pourquoi parler de ce sujet? D'abord parce que nous avons choisi de consacrer le thème principal du camp Maxime Réal Delsarte cette année à la démocratie. Donc il faut bien commencer par le début. Hein. Vous savez que je vous apprends rien, hein, démocratie c'est un mot grec. Hein. Et donc le mot et la chose apparaissent dans l'Antiquité grecque. Donc il est légitime de commencer par ce sujet. Aujourd'hui, hein, on peut dire que dans l'éducation nationale, on en parlait avec Bernard tout à l'heure, dans les médias également, dans les productions culturelles, au cinéma par exemple, et plus généralement dans l'opinion commune, non seulement la démocratie est le régime idéal, hein, mais chacun est persuadé que la démocratie moderne que nous connaissons est directement héritée de la démocratie antique. Donc ce préjugé-là, il est intéressant également de l'attaquer, de même que nous attaquons l'idée que la démocratie serait le régime parfait, le régime idéal. Les deux préjugés ont entre eux une relation importante, hein, une connexion importante. Donc réfuter l'un, c'est aussi participer à la réfutation de l'autre. Et puis, à l'Action française, on peut dire que c'est un peu une de nos spécialités, puisque dans je ne sais pas si Axel en a parlé, je ne pense pas, parce qu'il n'a sans doute pas eu le temps, en parlant de l'histoire de l'Action française, il se trouve que à l'origine de la Ligue d'Action française et de l'Institut d'Action française, il y a ce qu'on appelle dans les annales du mouvement la bagarre de Fustel, donc en 1905, puisqu'il s'agissait de commémorer l'anniversaire d'un historien du XIXe siècle, Fustel de Coulanges, l'auteur notamment de La Cité antique, donc qui est un ouvrage encore de référence aujourd'hui sur la Cité antique et aussi donc, sur la démocratie antique. Et à l'occasion de cette commémoration que l'Action française avait organisée, hein, ça a été une des premières, une des premières bagarres, mais au sens vraiment intellectuel, doctrinal du terme, hein, puisque l'AF voulait justement montrer que Fustel, qui était un petit peu plutôt assimilé justement aux intellectuels fondateurs de l'idéal républicain, enfin associé de toute façon à la République, en réalité était quelqu'un qui pouvait fournir des arguments aux contre-révolutionnaires, aux royalistes. Alors en fait, Maurras s'intéressait à Fustel surtout par rapport à son histoire de France, parce que Fustel dénonce l'idée selon laquelle l'aristocratie française serait issue des envahisseurs germaniques et le peuple des Gallo-Romains. Et évidemment, on en reparlera tout à l'heure quand on fera le cercle sur la nationalité, cette théorie qui était chère par exemple à des gens comme Gobineau, expliquait donc qu'il y avait deux catégories de Français. Et c'était une définition de la nationalité française que Maurras rejetait. Hein, il rejetait une définition racialiste de la nation. Donc Fustel était intéressant de ce point de vue. Et il était également intéressant du point de vue de sa lecture de l'Antiquité,
puisque on verra notamment que dans la cité antique, il montre qu'il n'y a pas de démocratie ou plus largement de cité, de police telle qu'on la conçoit dans l'Antiquité, sans un certain nombre de croyances, hein, sans un certain nombre de cadres moraux, religieux, qui ont disparu avec le christianisme. Et donc, effectivement, la démocratie antique n'est pas, en réalité, l'origine de la démocratie moderne. Autre élément dans l'histoire de la F qui peut nous intéresser pour ce sujet, c'est évidemment la conversion de Maurras au royalisme, puisque Maurras fait dater sa conversion au royalisme de son voyage à Athènes, donc en 1896. C'est un peu une... Voilà, ça, tu en as parlé. Donc effectivement, il y a une sorte de provocation, là, puisque on fait d'Athènes l'origine de la démocratie. Maurras se rend à Athènes pour couvrir les premiers Jeux Olympiques, et il en revient royaliste. Il en revient antidémocrate. Alors évidemment, pour d'autres raisons. Mais je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est pas mon sujet, mais enfin voilà. Hein, donc il y a beaucoup de choses aussi dans l'histoire de la F qui peuvent nous amener à traiter ce sujet. Alors, je montrerai dans une première partie que la démocratie est un régime politique, d'abord qui n'est pas dominant dans l'Antiquité, que les principales démocraties ou républiques antiques se sont finalement effondrées avant de laisser place à d'autres constitutions, et enfin que les écrivains et les philosophes antiques n'ont pas manifesté, c'est le moins qu'on puisse dire, un grand enthousiasme à l'égard de ce régime. Donc la première partie, ce sera une sorte de relativisation de la démocratie antique. Puis dans une seconde partie, nous verrons que la démocratie antique présente des différences importantes, à la fois matérielles et formelles, pour reprendre un peu le vocabulaire thomiste. Matérielle, apparente, physique, quantitative, et puis formelle, essentielle, hein, de nature, les différences vraiment de nature, de fond, entre donc la démocratie antique et la démocratie moderne. Nous verrons ces deux types de différences. Et enfin, dans une troisième partie, nous essaierons de montrer que la démocratie moderne, en réalité, est bien plus qu'un régime politique. Elle est vraiment une morale, une idéologie, un système de valeurs. Donc c'est une différence importante avec la démocratie antique, qui est vraiment une constitution. Et on peut dire de cette idéologie qu'est la démocratie moderne, qu'elle est, grosso modo, hein, l'opposé du système de valeurs qui, justement, était au fondement de la cité antique. Alors, commençons par relativiser la démocratie antique, puisque, encore une fois, les programmes d'histoire, l'opinion commune, nous donnent l'impression que l'Antiquité, c'est la démocratie. C'est un petit peu exagéré. Qu'appelle-t-on l'Antiquité ? On va poser des choses très simples. L'Antiquité, c'est une période déjà qui est extrêmement longue, hein, puisqu'on l'a fait démarrer avec l'invention de l'écriture, donc 3000, 3500 ans avant Jésus-Christ, et puis on l'a fait se terminer avec la chute de l'Empire romain d'Occident, donc au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est une période de 4000 ans. C'est extrêmement long. On imagine bien qu'il n'y a pas eu qu'une forme de régime pendant cette très longue période. Et puis pendant cette période, donc, vous savez, donc, on parle de l'Antiquité occidentale, hein, que de grands empires donc, se sont succédés, se sont disputés l'hégémonie, et parmi ces grands empires, ces grandes civilisations, un très grand nombre étaient des monarchies, hein, de puissantes monarchies. Pour les origines justement de la civilisation, dans la région du Tigre et de l'Euphrate, hein, les Sumériens, les Assyriens, les Babyloniens avaient des rois, des empereurs, hein. Les Parthes, les Perses, les Persans, les Égyptiens également. Les Juifs avaient des rois. Donc,
la monarchie est quand même la forme la plus répandue, hein, dans l'Antiquité. En Grèce même, la démocratie est loin d'être la seule forme de constitution que l'on rencontre. Il existait, même à l'époque des cités-États, de puissantes monarchies, notamment au nord de la Grèce, hein, en Épire et en Macédoine. La Macédoine, évidemment, le royaume du futur Alexandre le Grand, hein, qui va ensuite dominer tout le monde grec. Parmi les cités-États elles-mêmes, Athènes, le système athénien n'est loin d'être le seul système. À Sparte, par exemple, il y avait donc 2 rois. Et alors évidemment, il faut se méfier là aussi des homonymies, la notion de roi, bon, mais quand même à Sparte, c'était une monarchie héréditaire, puisque les 2 rois appartenaient à 2 dynasties distinctes, et ils se succédaient, alors selon un système qui n'est pas tout à fait le nôtre, hein, puisque il y avait une forme de primogéniture mâle, mais c'était le premier né après l'accession de son père. Voilà, un peu différent. Pas le premier né absolument. Et il y avait 2 dynasties distinctes, donc avec 2 rois en permanence, hein, et les deux dynasties étaient censées remonter aux origines, à la fondation de la cité. Bon voilà, vous savez qu'à Sparte il y avait des rois. Vous avez tous vu le film 300, Léonidas, voilà, bon. Voilà. Et à Athènes même, la démocratie a succédé à la royauté. Bon, il y a les rois plus ou moins légendaires, mais enfin, il y a eu des rois historiques. Et également à l'institution qu'on appelle l'archontat à vie, qui était une forme de monarchie. Et la démocratie donc athénienne s'est effondrée donc après la défaite d'Athènes face à Sparte, donc après la guerre du Péloponnèse. Et ensuite, Athènes a été donc incluse dans l'empire d'Alexandre. Donc c'est une période donnée de l'histoire d'Athènes, en fait. Et si on regarde du côté de Rome, la République succède à la royauté, qui n'avait pas laissé effectivement un très bon souvenir aux Romains. C'est pour cette raison que les empereurs, par la suite, n'ont pas repris le terme de rex, qui était mal perçu des Romains. Les Romains avaient un fort préjugé à l'égard de la royauté, mais il n'empêche que quand l'empire de Rome s'est étendu de manière extrêmement importante, les institutions républicaines n'étaient plus adaptées, et notamment le fait de réserver la citoyenneté aux seuls Romains, aux seuls citoyens de la ville de Rome, ne correspondait plus du tout aux nécessités politiques. Et il a fallu étendre cette citoyenneté, et en même temps, il a fallu instituer une nouvelle forme de monarchie, donc le principat, l'empire, le régime impérial. Donc, là aussi, la République, alors même si la République romaine, c'est pas la démocratie athénienne, hein, a laissé la place à une monarchie. Voilà, donc c'est des choses bien connues. Bon. Alors, le jugement des auteurs antiques, contemporains de cette démocratie antique. Alors, je vais prendre en fait trois exemples qui me paraissent intéressants, et ce sera un petit peu long parce que j'ai fait ce sont des lectures plus que des citations en fait, hein, parce que les textes sont vraiment passionnants. Alors, je vais essayer de les introduire le mieux possible. Alors le premier, c'est le plus court. Là, c'est une citation, et je suis allé la prendre dans l'ouvrage premier de la littérature européenne, hein, qui est bien sûr l'Iliade d'Homère. Donc Homère, père de la littérature occidentale,
Bon, personnage dont on ignore en réalité s'il a vraiment existé, enfin dont on ne sait pas grand-chose, on dit qu'il était aveugle. Bon. En tout cas, son œuvre, ces deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée, sont vraiment à l'origine de toute la littérature occidentale, de tous les genres littéraires. On les trouve d'ailleurs tous un petit peu dans une forme première hein, dans ces deux épopées. Et bien dans l'Iliade, donc, dans le chant 2, le héros qui incarne la sagesse, hein, l'intelligence, la ruse aussi dans cette épopée, Ulysse, le roi d'Ithaque, s'adresse à un soldat grec qui est indiscipliné, hein, qui refuse de se soumettre à ses chefs. Bon. Il le sermonne, hein, et il le fait en plus sous la motion de la déesse de la raison. Hein. Donc c'est Minerve hein, qui inspire Ulysse quand il s'adresse à ce soldat. Et que lui dit-il? Il lui dit ceci: Misérable, garde le silence, écoute ceux qui valent mieux que toi. Guerrier faible et lâche, jamais tu ne fus compté parmi nous, ni dans les rangs, ni dans les conseils. Ici, tous les Grecs ne doivent pas commander. Le grand nombre de chefs est funeste. N'ayons qu'un chef, qu'un prince, auquel le prudent fils de Cronos confie le sceptre et les lois pour nous gouverner tous. Voilà. Donc vous avez cette profession de foi monarchiste dans la bouche du héros, d'un des héros de l'Iliade et du héros unique de l'Odyssée, Ulysse, qui est vraiment le roi sage, déjà, le héros sage. Hein. N'ayons qu'un chef, qu'un prince, auquel le prudent fils de Cronos confie le sceptre et les lois pour nous gouverner tous. C'est la monarchie, et en plus c'est une monarchie de droit divin. Hein. Alors, autre texte. Alors là, bon, Homère, évidemment, c'est bien avant les institutions démocratiques d'Athènes telles qu'on les connaît. Hein. Là, on est plutôt, avec le prochain, chez un contemporain de ces institutions, et on va parler du dramaturge Aristophane, donc le plus célèbre des auteurs de comédies de l'Antiquité, qui va inspirer, alors ces comédies vont inspirer toute la comédie grecque, mais aussi la comédie romaine, et plus tard, vous savez que Molière, par exemple, hein, va s'inspirer, notamment pour les intrigues de ses pièces, de pièces d'Aristophane. Alors, c'est une spécialité chez Aristophane de dénoncer les problèmes posés par la démocratie. On a, par exemple, une pièce qui s'intitule Les Guêpes, dans laquelle il s'en prend aux tribunaux de citoyens, parce que les citoyens touchent une petite rémunération à l'occasion des jugements prononcés, et donc on voit les citoyens qui prononcent des jugements le plus possible pour gagner de l'argent, hein, donc, et qui jugent absolument n'importe comment. Donc là on a une critique du système judiciaire. Les guêpes, ça m'intéresse en plus parce que c'est le titre de la pièce a donné lieu aussi à une revue maurrassienne au début du XXe siècle. Donc, dans les premiers temps de la F, parmi les revues, il y avait la revue Critique des idées et des livres, et puis il y avait Les Guêpes, qui était dirigée par Jean-Marc Bernard, et c'est l'auteur à qui j'ai consacré mon mémoire de maîtrise, voilà, donc que je connais bien. Et j'ai épluché la collection des Guêpes à l'époque, voilà, qui était donc une des revues d'AF, et qui s'ouvrait par une citation justement d'Aristophane. Alors dans d'autres pièces, Aristophane s'en prend à la politique belliqueuse aussi des démocrates, donc c'était un peu un pacifiste, Aristophane. Et puis, alors la pièce la plus intéressante, je trouve, c'est les cavaliers, en fait. Parce que les cavaliers, tout est vraiment tourné hein, sur la satire de la démocratie. Donc en fait, dans cette pièce, vous avez un personnage qui est le maître de maison, qui en fait est une personnification du peuple athénien, et qui s'appelle bien sûr Démos. Donc, il s'appelle le peuple, Démos, mais c'est un personnage en soi.
Et comme dans toutes les comédies, vous savez, il y a le maître de maison et puis il y a les esclaves. Alors, dans la comédie française, c'est le bourgeois et les valets. Bon, dans la comédie antique, c'est le maître et les esclaves. Donc il a des esclaves. Parmi ces esclaves, il a donc notamment Cléon et Démosthène, alors qu'il a aussi sont des noms de personnages publics athéniens réels, donc qui sont là dans la pièce des esclaves de Démos. Voilà. Et en fait, Cléon, donc un des esclaves de Démos, qui est donc encore une fois le nom d'un véritable démagogue athénien, Cléon a un ascendant un petit peu sur son maître, sur Démos, un petit peu comme Tartuffe a l'ascendant sur Orgon, hein, dans la pièce Tartuffe de Molière. Il a l'ascendant sur Démos, et les autres esclaves veulent contrebalancer son influence, et donc ils vont chercher pire que lui, en fait, donc quelqu'un capable de séduire Démos encore plus que Cléon, donc plus démagogue, qui lui promettra encore plus de choses, et ils vont chercher un marchand d'andouilles, un marchand de boudin, sur le marché, et ils vont lui dire, oh, mais toi tu seras parfait pour séduire Démos. Alors voilà, donc je vous cite cette scène où on voit donc Démosthène et Nikias, donc les deux serviteurs de Démos, qui vont chercher un nouveau mentor pour Démos, donc le marchand d'andouilles. Ô bienheureux marchand d'andouilles, viens, viens, mon très cher, avance, sauveur de la ville et le nôtre. Qu'est-ce, pourquoi m'appelez-vous? Viens ici, afin de savoir quelle chance tu as, quel comble de prospérité. Voyons, débarrasse-le de son étal et apprends-lui l'oracle du Dieu. Quel il est? Moi, je vais avoir l'œil sur le Paphlagonien, donc ça doit être Cléon. Allons, toi, dépose d'abord cet attirail, mets-le à terre, puis adore la terre et les dieux. Soit, qu'est-ce que c'est? Homme heureux, homme riche, aujourd'hui rien, demain plus que grand, chef de la bienheureuse Athènes. Eh, mon bon, que ne me laisses-tu laver mes tripes et vendre mes andouilles, au lieu de te moquer de moi? Imbécile, tes tripes, regarde par ici. Vois-tu ces filles du peuple? Je les vois. Tu seras le maître de tous ces gens-là. Et celui de l'agora, des ports, de l'apnyx. Tu piétineras sur le conseil, tu casseras les stratèges, tu les enchaîneras, tu les mettras en prison. Tu feras la débauche dans le Prytanée. Moi? Oui, toi. Et tu ne vois pas encore tout. Monte sur cet étal et jette les yeux sur toutes les îles d'alentour. Je les vois. Eh bien, et les entrepôts et les navires marchands? J'y suis. Comment donc? N'es-tu pas au comble du bonheur? Maintenant, jette l'œil droit du côté de la Carie et l'œil gauche du côté de la Chalcédoine. Effectivement, me voilà fort heureux de loucher. Mais non, c'est pour toi que se fait tout ce trafic, car tu vas devenir, comme le dit cet oracle, un très grand personnage. Dis-moi comment, moi, un marchand d'andouilles, deviendrais-je un grand personnage? Là, c'est vraiment intéressant. C'est pour cela même que tu deviendras grand, parce que tu es un mauvais drôle, un homme de l'agora, un impudent. Je ne me crois pas digne d'être d'un si grand pouvoir. Et pourquoi dis-tu que tu n'en es pas digne? Tu me parais avoir conscience que tu n'es pas sans mérite. Es-tu fils de gens beaux et bons? J'en atteste les dieux, je suis de la canaille. Quelle heureuse chance! Comme cela tourne bien pour tes affaires. Mais, mon bon, je n'ai pas reçu la moindre éducation. Je connais mes lettres, et choses mauvaises, même assez mal. C'est la seule chose qui te fasse du tort. Même su assez mal. La démagogie ne veut pas d'un homme instruit, ni de mœurs honnêtes. Il lui faut un ignorant et un infâme. Mais ne laisse pas échapper ce que les dieux te donnent d'après leurs oracles. Oui, l'oracle me désigne, mais j'admire comment je serais capable de gouverner Démos. Tout ce qu'il y a de plus simple, fais ce que tu fais, brouille toutes les affaires comme tes tripes, amadoue Démos en l'édulcorant par des propos de cuisine, tu as tout ce qui fait un démagogue, voix canaille, nature perverse, langage déal, tu réunis tout ce qu'il faut pour gouverner. Les oracles sont pour toi, y compris celui de la Pythie. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un texte d'une saisissante actualité. On dirait un pamphlet anti-parlementaire du début du XXe siècle. Voilà. Donc voilà comment Aristophane met en scène la recherche d'un nouveau maître pour Démos, pour le peuple. Et puis, alors l'autre, le dernier que je cite, vous l'attendez j'imagine, c'est bien sûr Platon, le fondateur donc de la philosophie occidentale, qui dans sa République,
Vous savez, la République, c'est le titre latin, en fait, hein, c'est la politique, le véritable titre. Donc, dans sa République, donc, au livre 8, Platon met en scène, là aussi, un dialogue entre Socrate, son maître, donc, qui met toujours en scène dans ses dialogues, comme représentant le bon jugement, et un autre personnage. Et dans le livre 8, donc, il passe en revue tous les régimes politiques, hein, depuis l'aristocratie, hein, jusqu'à la tyrannie. Et donc le passage que j'ai pris, c'est le passage sur la démocratie, où en fait Socrate explique d'une part quels sont les traits caractéristiques de la démocratie, surtout les effets du régime sur le caractère des citoyens. Donc il y a un rapport, une sorte d'analogie entre le public, le privé, entre les institutions et le tempérament des individus. Et puis, il termine en montrant, puisque les différents régimes, d'après Platon, sortent les uns des autres, en montrant que la démocratie va conduire à la tyrannie. Alors, vous connaissez peut-être la reprise qu'en a fait Maurras, puisqu'il y a un titre de Maurras qui est de Démos à César. Voilà. Donc c'est l'idée platonicienne, en fait. Hein. Il y a un autre texte de Maurras qui s'appelle L'amitié de Platon. Alors voilà ce que dit Platon, enfin plutôt ce que dit Socrate, ce que Platon fait dire à Socrate. Lorsqu'une cité démocratique, altérée de liberté, trouve dans ses chefs de mauvais échansons, elle s'enivre de ce vin pur au-delà de toute décence. Alors, si ceux qui la gouvernent ne se montrent pas tout à fait dociles et ne lui font pas large mesure de liberté, elle les châtie, les accusant d'être des criminels et des oligarques. C'est assurément ce qu'elle fait, dit-il. Ça, c'est l'interlocuteur de Socrate. Qui, en général, vous savez, il ne dit pas grand-chose, l'interlocuteur de Socrate, il se contente d'approuver. Ah oui, oui, tu as raison, Socrate, tout à fait, je ne ferai pas mieux. Et ceux qui obéissent aux magistrats, elle les bafoue et les traite d'hommes serviles et sans caractère. Par contre, elle loue et honore, dans le privé comme en public, les gouvernants qui ont l'air de gouverner. C'est le participe passé. Et les gouvernés qui prennent l'air de gouvernants. N'est-il pas inévitable que dans une pareille cité, l'esprit de liberté s'étende à tout? Là aussi, c'est d'une actualité incroyable. Comment non, en effet? Qu'il pénètre, mon cher, dans l'intérieur des familles. Et jusqu'à la fin, l'anarchie gagne jusqu'aux animaux. Bon, il en fait un peu beaucoup quand même. On n'oserait pas, même nous, dire ça. Qu'entendons-nous par là, demanda-t-il. Que le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants. Que le fils s'égale à son père et n'a ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu'il veut être libre. Que le métèque devient l'égal du citoyen, le citoyen du métèque et l'étranger pareillement. Bon, le métèque, hein, c'est l'étranger en situation régulière. Hein. C'est celui qui vit avec, hein, métoikos, c'est celui qui partage la maison. Donc, c'est l'étranger libre qui vit à Athènes. Mais cela dit, remarquez bien, quand même, c'est assez intéressant, parce que là, si on fait la comparaison avec ce que nous dénonçons aujourd'hui, ou ce qu'on peut éventuellement parfois souligner, vous voyez, vous avez la question de l'éducation, du respect de l'autorité, voilà. Vous avez la question aussi des rapports, effectivement, entre les citoyens et les étrangers. C'est pas, bon, je n'ai pas à peine d'assister. Hein. Immédiatement, on en fait l'application. Hein. Oui, il en est ainsi, dit-il. Voilà ce qui se produit, repris-je, et aussi d'autres petits abus, tels que ceux-ci. Le maître craint ses disciples, et les flatte. Les disciples font peu de cas des maîtres et des pédagogues. Bernard. En général, les jeunes gens copient leurs aînés et luttent avec eux en parole et en action. Les vieillards, de leur côté, s'abaissent aux façons des jeunes gens et se montrent pleins d'enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse de peur de passer pour ennuyeux et despotique. Vous voyez, même le jeunisme, c'est tout à fait cela. Mais, mon ami, le terme extrême de l'abondance de liberté qu'offre un pareil état est atteint lorsque les personnes des deux sexes, qu'on achète comme esclaves, ne sont pas moins libres que ceux qui les ont achetés.
Et nous allions presque oublier de dire jusqu'où vont l'égalité et la liberté dans les rapports mutuels des hommes et des femmes. Oui, il y a même le féminisme, tout est là en fait. Mais pourquoi ne dirions-nous pas, observa-t-il, selon l'expression d'Eschyle, ce qui tantôt nous venait à la bouche? En fait, il fait référence à ce qu'il disait au début sur les animaux. Fort bien, répondis-je, et c'est aussi ce que je fais. À quel point les animaux domestiqués par l'homme sont ici plus libres qu'ailleurs, et chose qu'on ne saurait croire quand on ne l'a point vu. En vérité, selon le proverbe, les chiennes y sont bien telles que leurs maîtresses. Les chevaux et les ânes, accoutumés à marcher d'une allure libre et fière, y heurtent tous ceux qu'ils rencontrent en chemin, si ces derniers ne leur cèdent point le pas. Et il en est ainsi du reste, tout déborde de liberté. Alors, regardez, on peut rigoler, mais en même temps, aujourd'hui, regardez, quand il s'agit d'euthanasier un chien, vous avez tout le monde qui se récrie ah non, c'est pas possible, mais comment, la dignité de l'animal Puis vous avez, vous savez, les antispécistes, qui sont un peu des écologistes fanatiques, qui veulent proclamer, vous savez, il y a eu les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, puis maintenant c'est les droits de l'animal, et l'animal est l'égal de l'homme, évidemment, puisqu'il est sensible, il est... Bon, donc les antispécistes, ça existe, le spécisme, si vous voulez, c'est une forme de racisme à leurs yeux, au même titre que le machisme, voilà, c'est de la ségrégation, c'est du racisme, et ça. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Tu me racontes mon propre songe, dit-il, car je ne vais presque jamais à la campagne que cela ne m'arrive. Or, vois-tu le résultat de tous ces abus accumulés? Conçois-tu bien qu'ils rendent l'âme des citoyens tellement ombrageuse qu'à la moindre apparence de contrainte, ceux-ci s'indignent et se révoltent. Et ils en viennent à la fin, tu le sais, à ne plus s'inquiéter des lois écrites ou non écrites, afin de n'avoir absolument aucun maître. Je ne le sais que trop, répondit-il. Eh bien, mon ami, repris-je, c'est ce gouvernement si beau et si juvénile qui donne naissance à la tyrannie, du moins à ce que je pense. Juvénile en vérité, dit-il. Mais qu'arrive-t-il ensuite? Le même mal, répondis-je, qui s'étant développé dans l'oligarchie à causer sa ruine, se développe ici avec plus d'ampleur et de force du fait de la licence générale et réduit la démocratie à l'esclavage. Car il est certain que tout excès provoque ordinairement une vive réaction, dans les saisons, dans les plantes, dans nos corps, et dans les gouvernements bien plus qu'ailleurs. C'est naturel. Ainsi, l'excès de liberté doit aboutir à un excès de servitude, et dans l'individu, et dans l'État. Voilà. Donc, le déclin final, l'étape dernière, c'est l'apparition de la tyrannie, avec donc le démagogue, futur tyran, qui effectivement va flatter les passions populaires et va finalement devenir le maître et asservir le peuple et le soumettre finalement à un despotisme bien plus grand, bien plus terrible que ne l'était celui des formes antérieures décrites précédemment donc par Socrate. Voilà. Donc là aussi, on peut en faire une application, même dans l'histoire du XXe siècle, comment les régimes totalitaires apparaissent souvent sur un fond d'anarchie. Voilà, donc ça, c'était pour relativiser de différentes manières un petit peu la démocratie dans l'Antiquité. Alors maintenant, on va voir, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, que ces deux systèmes, la démocratie antique et la démocratie moderne, sont radicalement différents. Et que ces différences sont d'une part matérielles, principalement donc quantitatives, on va pouvoir elles sont très visibles, apparentes, et également formelles, c'est-à-dire sont des différences aussi de nature. Alors les différences matérielles, pour commencer, on peut s'intéresser d'abord au cadre de la démocratie, à la cité. Qu'est-ce qu'une cité, une cité grecque? Alors dans le cas d'Athènes, c'est un État d'environ 400 000 habitants, donc en comptant la ville et l'ethnos, toute la région environnante. Ce qui équivaut à une grande ville française, mais voilà, c'est la population de Toulouse par exemple, ou de Nice. Donc évidemment, ça n'a absolument aucune commune mesure avec les grandes nations démocratiques modernes. Que ce soit les pays comme
comme la France, l'Italie, l'Angleterre, enfin, qui sont des pays de 60 millions et quelques d'habitants, ou des démocraties encore plus grandes, l'Allemagne 80 millions, les États-Unis 300 millions. Bon, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus restreint. Hein. Quelque chose de beaucoup plus restreint. On peut noter également que c'est un peu la même chose à Rome, puisque au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc Rome a à peu près la même population qu'Athènes. Et ensuite, Rome va croître. Et au début de l'Empire, hein, il y a 1 million d'habitants à Rome, ce qui est absolument gigantesque. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'à nouveau il y ait des villes d'une telle taille en Europe. Voilà. Mais malgré tout, hein, ce sont des cités-États, donc qui n'ont pas de commune mesure avec les nations démocratiques modernes. Ensuite, il faut préciser que il faut se poser la question, hein, qui sont les citoyens ? En fait, le nombre de citoyens est extrêmement limité. Alors, on pourrait penser qu'il y a autant de citoyens que d'habitants, puisqu'après tout, c'est ce que nous connaissons, à peu près. Eh bien, c'est évidemment pas du tout le cas. Hein. Sur les 400 000 habitants d'Athènes et de sa région, hein, on ne compte que 40 000 citoyens. Donc, il y a 10% de citoyens, en fait. Très, très peu. Sont exclus de la citoyenneté les femmes, donc déjà la moitié de la population, les métèques, donc les étrangers, comme je disais tout à l'heure, en situation régulière, qui sont 2 fois plus nombreux que les citoyens. Bon, je vous laisse la paternité du commentaire. Et les esclaves, qui sont 5 fois plus nombreux que les citoyens. Voilà. Donc, et les enfants de citoyens. Et bien sûr. Alors, dans la Rome républicaine, les choses sont assez proches. Hein. Donc, les femmes, les esclaves, les affranchis sont exclus de la citoyenneté, les mineurs aussi. Et en plus, avant 300, avant Jésus-Christ, il y a 2 catégories de citoyens. C'est très net. Donc les patriciens d'un côté qui ont la pleine citoyenneté, qui ont accès à toutes les charges, toutes les magistratures, etc. Et puis les plébéiens qui sont des citoyens de deuxième catégorie. Hein, donc ensuite, ils vont obtenir progressivement, hein, par des réformes successives, plus de droits, plus de pouvoir. Et puis il y a l'émergence de la classe moyenne aussi, les chevaliers. Mais en tout cas, il y a une dimension censitaire évidente dans les formes antiques de démocratie ou de république. Voilà. Et alors, comment obtient-on la citoyenneté ? Est-ce qu'il suffit de naître sur le territoire athénien ou sur le territoire romain ? Évidemment, pas du tout. Hein. C'est le droit du sang, mais alors absolu. Hein. Il faut naître de parents citoyens. Enfin, le père doit être citoyen. Et à Athènes, il faut également que la mère soit fille de citoyen. Donc, c'est un droit du sang très strict. Hein. Il faut que les 2 parents soient athéniens et citoyens, enfin que le père soit citoyen et que la mère soit fille de citoyen. Et celui qui introduit la réforme la plus stricte, c'est Périclès, qu'on nous présente toujours comme le héros de la démocratie. C'est lui qui restreint encore de manière plus draconienne, hein, l'accès à la citoyenneté. À Rome, la citoyenneté est également, c'est la même chose, hein, c'est une question de naissance. Hein. Elle est réservée donc d'abord aux hommes libres de la ville de Rome, et elle sera donc progressivement étendue donc au Latium, à l'Italie, et puis à tout l'Empire, mais c'est essentiellement sous le Principat, c'est sous l'Empire que se fera la majeure partie de ces extensions, notamment l'extension maximale en 212 après Jésus-Christ. Donc là où tous les hommes libres de l'Empire sont citoyens. Mais, encore une fois, c'est sous la monarchie. Sous une monarchie.
Et la citoyenneté n'a plus du tout le même rôle. Hein. On n'est plus du tout dans cette forme de démocratie directe qu'était à l'origine la démocratie antique. Alors justement, comment s'exerce cette citoyenneté? Encore un point. Est-ce qu'il suffit, comme dans notre République française, d'aller de temps en temps voter, ou s'abstenir d'ailleurs, à des élections? Mais pas du tout, hein. C'est beaucoup plus exigeant. D'abord, à Athènes, la démocratie est directe. Donc tous les citoyens, effectivement, ils sont peu nombreux, hein. Tous les citoyens peuvent participer à l'assemblée populaire, donc l'ecclésia, même s'ils n'y participent pas tous en permanence, mais enfin, ils peuvent tous y participer en théorie. Et ils peuvent donc voter sur les décisions prises par une assemblée plus restreinte, donc la Boulée, qui, elle, est composée seulement de 500 membres. Alors, en fait, le nom donne la réponse, mais cette assemblée, disons, qui légifère vraiment, qui est la Boulée, donc, ces membres sont-ils élus? Eh bien non. Hein. Ils sont tirés au sort. Voilà. On en parlait hier, Michel proposait une réforme de la représentation en disant on pourrait imaginer une chambre dans laquelle dont les membres seraient tirés au sort parmi les citoyens. Voilà, ça existait à Athènes. Et là, c'était pas une chambre consultative, c'était au contraire là que s'élaboraient les lois, et puis ensuite l'Ecclésia les ratifiait. Donc, de grandes différences dans les modalités, hein, on est très très loin de notre système. Et les devoirs associés à la citoyenneté sont extrêmement importants et lourds. Le plus emblématique étant bien sûr le service militaire. Hein, le service militaire dans la cité grecque, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il concerne tous les jeunes citoyens et il dure 2 ans à Athènes. Et nous, quand ça dure 2 ans, c'est qu'il y a une guerre imminente. Hein. C'est vraiment les Prussiens sont à nos portes. Eh ben non, à Athènes, c'est comme ça, c'est normal, hein, c'est 2 ans. Et alors, évidemment, à Sparte, c'est encore autre chose, puisque la formation militaire du futur citoyen hein, commence à l'âge de 7 ans. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les hommes libres, hein, dans la plupart des cités, et c'est vrai aussi à Rome, tous les hommes libres sont mobilisables entre 17 et 60 ans. Donc, c'est vraiment... tous les hommes libres sont réservistes, ils n'ont pas le choix, hein, et ils le sont jusqu'à 60 ans. À Rome, de 17 à 46, ils sont affectés aux unités de première ligne, on va dire, hein, et puis ensuite, c'est plutôt la territoriale, hein, c'est vraiment la réserve, hein, mais voilà. Donc on le voit, hein, la cité antique est en résumé, hein, est une entité politique de petite taille. Le seul format adapté à la démocratie de l'aveu même de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Elle est fondée, cette cité, donc, sur la naissance, le droit du sang, et la citoyenneté y est un privilège rare qui comporte d'importants devoirs. Voilà, ça c'est la réalité de la démocratie antique. Donc alors je faisais référence à Rousseau là au sujet de la petite taille nécessaire, une espèce d'homogénéité nécessaire hein, entre les citoyens. C'est une forme d'aristocratie. Moi j'aime bien dire ça, hein, la démocratie antique, c'est une aristocratie élargie, alors que la démocratie moderne, c'est une oligarchie déguisée. Bon, c'est un peu ça. Hein. Si on reprend les catégories antiques. Donc, et puis donc la vertu, puisque les devoirs, hein, donc là je parlais de Rousseau, on pourrait parler de Montesquieu. Quand on parle de la vertu, hein, c'est pas un vain mot là. Hein, les devoirs sont lourds. Hein, et puis c'est vertu au sens étymologique. Hein. Virtu, hein, ça vient de vir, l'homme, au sens masculin, hein, et viril, hein, et vertu, ça ne veut pas dire, bon, parce qu'on n'est pas dans un contexte chrétien encore, hein, c'est pas le fait de savoir limiter ses passions, etc., c'est le fait de faire la guerre, en fait, hein. C'est ça que ça veut dire, la vertu. Donc les citoyens, oui, il faut qu'ils soient vertueux, il faut qu'ils fassent la guerre, hein. Sinon ils ne sont pas citoyens.
Bon. Alors les différences formelles, les différences essentielles, c'est pas seulement donc au niveau des faits, mais également au niveau des principes que la démocratie antique et la démocratie moderne s'opposent. Donc la démocratie moderne, bon, c'est vrai surtout en France, mais bon, c'est la France qui nous intéresse, hein, elle se veut laïque, indifférente en matière religieuse, morale, métaphysique. A l'inverse, la démocratie antique est profondément religieuse. Donc justement, c'est ce que démontre Fustel de Coulanges, qui est donc un de nos maîtres, c'est que, en fait, c'est de la conception que les anciens avaient de la lignée, du culte des ancêtres, du culte du foyer domestique aussi, que découlent tous les principes de leur constitution, toute leur vie politique en fait. C'est vraiment de leur conception religieuse et spécialement de ce qui concerne le rapport aux morts et au foyer. Et il montre justement que quand ces croyances disparaissent, eh bien les institutions disparaissent avec. Donc il y a vraiment c'est très central ça. Et ça explique aussi, notamment l'importance du droit du sang. Ça explique d'autres choses. Par exemple, on parlait de la boulet tout à l'heure. Il ne faudrait pas croire que le tirage au sort, c'était s'en remettre au hasard. En réalité, c'était s'en remettre aux dieux. C'était s'en remettre au jugement des dieux. Voilà. Et la cité était elle-même divinisée comme l'était le foyer de chaque famille. Donc la cité est sacrée. Et d'ailleurs, la pire des peines qu'on puisse infliger à un Athénien, c'est la proscription, c'est le fait de lui interdire de demeurer sur le sol athénien. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors justement, il y a un lien direct. Hein. Deuxième différence essentielle, la démocratie moderne, elle est individualiste, là où la démocratie antique est au contraire profondément, alors le mot est un peu barbare, même s'il vient du grec, holiste. Hein. Elle est holiste, c'est le groupe qui prime, c'est le tout qui prime sur les parties. Donc comme je viens de le dire, hein, la pire des sanctions qu'on puisse infliger à un Athénien ou à un Romain d'ailleurs, c'est l'exil. Donc être séparé, du corps de la cité. Et puis vous voyez à quel point on a ce sentiment du respect dû à la cité. Regardez par exemple la mort de Socrate. Socrate a l'occasion ce que raconte Platon en tout cas, il a l'occasion de s'échapper, d'échapper à la mort, et il refuse de prendre cette voie, hein, parce que pour lui, le destin de sa propre personne a moins d'importance que l'observation des lois communes. Donc il va mourir parce que même si le jugement est injuste, même s'il pourrait y échapper, eh bien il s'y soumet. Voilà. C'est même une mentalité qu'on a du mal à comprendre presque, hein, tellement elle est éloignée de la nôtre, hein, mais pas seulement de la nôtre au sens la démocratie moderne, mais essentiellement parce que avec le christianisme, il y a une conception de la personne qui est quand même très, très éloignée, très différente de la conception antique. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs, hein, parce que je ne voudrais pas donner l'impression, encore une fois, de faire seulement l'apologie de la démocratie antique. Hein. On en parlera plus tard. Dernier point, dans ces différences essentielles, la démocratie moderne est égalitaire, alors que la démocratie antique est inégalitaire, hiérarchique, organique. Chaque homme, chaque individu, chaque groupe y a un rôle nettement différencié. Un homme n'en vaut jamais un autre. Donc tout concourt à distinguer les hommes entre eux. C'est sans doute la différence la plus importante avec la mentalité moderne,
où avec le système, enfin, la philosophie politique moderne donne l'impression que l'égalité, enfin la poursuite de l'égalité et de la liberté sont les objets même de la politique. Alors évidemment ça aurait été absolument incompréhensible pour un grec. Donc en résumé, là aussi, la démocratie antique telle que nous l'avons décrite serait aujourd'hui, on peut dire ça un peu pour plaisanter, mais enfin c'est vrai, serait aujourd'hui, sans doute, si elle existait, si on pouvait la voir, qualifiée de système théocratique, racialiste, fasciste, machiste, totalitaire, bref, un condensé de toutes les insultes politiques dont on use aujourd'hui pour disqualifier un adversaire, quoi. Là, aucun problème, ça s'applique très bien. Alors, j'en viens à ma dernière partie, donc, ce qu'est la démocratie moderne. Donc ce sera assez court parce qu'on en parle déjà, on en a déjà parlé et puis on va en parler toute la semaine. Si la démocratie moderne n'est pas fille de la démocratie antique, alors d'où vient-elle ? Voilà, à l'évidence, elle vient d'une sécularisation de certaines valeurs chrétiennes, de certains aspects de l'humanisme et surtout de la philosophie des Lumières. Donc l'enjeu de cette partie, c'est de cerner les principes de cette philosophie rapidement et de voir comment ceux-ci ont conduit le concept de démocratie vers une définition complètement différente de celle qu'en avaient les anciens. Alors d'abord il faut se rappeler ce que c'est pour les anciens. Donc la démocratie pour les anciens est un système politique, donc un régime politique dans lequel l'ensemble des citoyens, catégorie dont on a vu qu'elle était assez étroite, non seulement détient la souveraineté, mais encore l'exerce directement. Et l'une des conditions de possibilité de ce régime est donc l'esclavage, qui permet notamment aux citoyens de se consacrer complètement à la politique, aux affaires de la cité. Donc comme on l'a dit un peu tout à l'heure déjà, la démocratie antique est une forme, voilà, je pensais en parler maintenant, élargie d'aristocratie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, dans certaines cités, le fait d'exercer certaines professions considérées comme infâmes ou tout simplement des professions que des esclaves pourraient avoir, eh bien, faisait perdre la citoyenneté. J'imagine que ça vous fait penser à quelque chose. Sous l'Ancien Régime, le fait de déroger, si on se livrait là aussi à certaines activités. Donc, vous voyez, on voit bien que la démocratie antique est une aristocratie. On peut même faire, avec cette petite anecdote là, le rapport avec la noblesse telle que nous on la conçoit. Voilà, donc ça, c'est ce qu'est la démocratie antique. Alors, la démocratie moderne, c'est tout autre chose. Maxence Écart, qui viendra en fin de semaine, samedi, nous en reparlera, parce qu'il a consacré un livre entièrement à ce sujet. La démocratie moderne, non seulement ne désigne pas le régime dont on vient de parler, là, à l'instant, mais elle ne désigne aucun régime précis, pour commencer. Bon, puisque les monarchies, par exemple anglaises ou espagnoles ou belges, etc., sont appelées démocraties, au même titre que les républiques. À l'époque de la guerre froide, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest se considéraient comme les défenseurs de la démocratie, et à l'Est, on désignait la forme politique comme la démocratie populaire. Une espèce de pléonasme, démocratie populaire. Bon, si on n'avait pas bien compris. Donc, vous voyez, la démocratie, en fait, elle désigne tout et le contraire de tout. Pour commencer déjà, la démocratie moderne. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, la démocratie moderne est devenue le synonyme du bien, hein, de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est juste, le bien, le juste. C'est vraiment une idéologie, c'est vraiment presque une religion. Alors, d'où vient cette religion, cette morale, cette idéologie? Alors, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Hein, elle repose en fait sur un détournement de la conception chrétienne de la personne. Donc, de ce détournement, qui est une sécularisation, donc, naissent à la fois une opposition entre l'État et l'individu, ainsi qu'une suspicion permanente à l'égard de l'autorité en tant que telle. Puisqu'on va instaurer un conflit, une opposition entre la personne, l'individu, et les autorités, l'État. Voilà. Par ailleurs, les droits de l'individu vont remplacer le bien commun et devenir le nouvel objet de la politique. La politique va avoir pour mission, pour fonction, d'étendre les droits des individus, tout en veillant peut-être à ce que ces droits ne s'annulent pas, ne se contredisent pas. Bon, c'est toute la morale des droits de l'homme, hein, mais on est dans quelque chose de conflictuel. L'État traditionnel, en tant que serviteur du bien commun, dans ce contexte idéologique, doit disparaître, il doit être abattu, hein, et disparaître. Alors, on peut voir ça à l'œuvre dans la Révolution française, par exemple, hein, et même, si on va plus loin, dans les différentes eschatologies modernes, avec cette idée de fin de l'histoire, où l'État disparaît. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, finalement, sur ce plan, les communistes, les marxistes et les libéraux se retrouvent un petit peu. C'est-à-dire qu'au fond, à la fin, on a un peu une cité sans État, hein, dans tous les cas. C'est la fin de l'histoire, qui est là aussi, sans doute, une sécularisation de l'idée de fin des temps. Alors paradoxalement, je continue de décrire un peu le fonctionnement du système, paradoxalement, dans la phase intermédiaire entre la chute de l'État traditionnel, qui justement défend, a pour objet le bien commun, hein, et l'équilibre futur idéal de la cité sans État, la démocratie moderne va utiliser l'État comme un instrument en vue de la réalisation de ses idéaux. Donc, du coup, au lieu de diminuer l'État, dans un premier temps en tout cas, elle va au contraire l'accroître. Hein. Bon, vous connaissez ce mécanisme. Hein. L'État va se substituer dans tous les domaines à la société, justement pour réduire les inégalités, pour établir dans les faits les principes de la philosophie des Lumières, les principes de cet humanisme dévoyé. Pour qu'ils s'inscrivent dans les faits, il faut supprimer tout ce qui peut y faire obstacle, et c'est-à-dire toutes les formes d'organisation préexistantes qui introduisent des inégalités, des différences, etc. Et donc on va utiliser l'État comme moyen, et on va étendre l'État au-delà de sa sphère, hein, de manière quasi totalitaire, alors que, par ailleurs, on poursuit comme objectif la disparition de l'État. Bon. Et la personne qui est censée être la finalité, puisqu'on a renversé un peu l'ordre des choses, le bien commun n'est plus la finalité, c'est l'individu. La personne que la démocratie moderne était donc censée servir, elle va elle-même y perdre. Elle va devenir ce grain de sable interchangeable, hein, identique à tous les autres grains de sable dans le grand tas de sable qu'est l'État moderne. Et donc, la personne, hein, se trouve dépossédée de son identité, de ses racines, de sa famille,
bientôt de son sexe. Hein, je vous laisse méditer sur le gender, sur les théories du gender. Hein. Tout ce qui distingue, tout ce qui différencie, tout ça, c'est à supprimer. Bon. Et on arrive donc au fameux individu. On a troqué la personne différenciée, hein, pour l'individu. Voilà, bon, je développe pas plus que ça. Hein. Donc voilà la réalité de la démocratie moderne. Ça n'a rien à voir avec une forme de constitution, en fait. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison aussi qu'il est si difficile de s'y opposer. Alors, dans ma conclusion, je vais m'attacher surtout à faire l'inventaire des points importants à retenir pour nous de cette comparaison entre la démocratie antique et la démocratie moderne. Pour nous, en tant qu'action française, en tant que mouvement contre-révolutionnaire. Certes, la démocratie antique nous apparaît, d'un certain point de vue, certains me le disaient avant que je commence, oui, j'espère que tu vas préférer la démocratie antique à la démocratie moderne. Elle nous apparaît comme un système moins éloigné, quelque part, que la démocratie moderne de notre propre conception de la politique. Notamment parce que, effectivement, le bien commun y est l'objet de la politique, l'intérêt général, le tout prime les partis, etc. Donc, la démocratie antique nous est a priori plus sympathique que la démocratie moderne. Mais il ne faut pas oublier que, d'une part, la démocratie antique partage avec la démocratie moderne un certain nombre de tares dont nous avons vu que les auteurs antiques avaient bien conscience, hein, confère les citations que j'ai faites de Platon, d'Aristophane et d'Homère. Bon, essentiellement la démagogie et l'instabilité. Et d'autre part, il ne faut pas oublier non plus que la démocratie antique nous est presque, à nous, contre-révolutionnaires, aussi étrangère que la démocratie moderne, car ces deux systèmes reposent en fait sur des anthropologies pré-chrétiennes pour l'un, ou on pourrait dire post-chrétiennes pour l'autre, alors que nous défendons pour notre part l'équilibre, ce que nous croyons être un équilibre, établi justement par le christianisme, entre la nécessaire autonomie de la personne et le respect du bien commun, entre l'existence d'une société formée de communautés vivantes et celle d'un État capable de faire prévaloir l'intérêt général sur celui des différentes parties qu'il compose. Autrement dit, nous ne rêvons pas, comme certains néo-républicains, à une démocratie virile et vertueuse, légèrement fascisante. Bon, vous voyez à qui je fais allusion, parce qu'il y a quand même des groupes politiques qui ont un peu cet idéal, qui serait une sorte de répétition du modèle athénien ou du modèle spartiate, etc., dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas, ce modèle, une conception très, très chrétienne du respect de la personne humaine. Je vous rappelle qu'à Sparte, on faisait de l'eugénisme, hein, par exemple. On pratiquait l'eugénisme. Voilà, mais bon, ça c'est bien le genre de choses qui nous permettent de sentir ce qui nous distingue de ces modèles antiques qui, certes, ont l'avantage sur la démocratie moderne, vraiment de faire prévaloir le tout sur les partis, mais qui quand même présentent aussi de grands périls. Mais nous n'avons pas non plus un goût très prononcé, évidemment, pour l'égalitarisme et l'individualisme moderne et spécialement postmoderne dans lequel nous baignons aujourd'hui. Donc, pour finir, et cette fois c'est vraiment la fin, je citerai Thierry Molnier. En fait, la citation, tout le monde la connaît, je suppose, mais elle m'est inspirée un peu par cette idée d'équilibre. Quand il écrit « La monarchie est aussi, elle est surtout, la dernière chance de la liberté », il veut dire, bien sûr, la dernière chance de la liberté, non pas de la liberté principe, sans objet et sans limite de la philosophie politique moderne, mais la liberté réelle, qui ne peut exister, justement, que dans une société ordonnée et respectueuse du bien commun. Je vous remercie.